Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette année-là, le numéro 10. Donc nous allons commencer par l'année 2001 avec la sortie du film devenu culte en quelques mois, Le fabuleux destin de Amélie Poulain. Complètement oublié aujourd'hui, on va en reparler avec Ludovic. 1980, on partira pour voir le livre La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Et nous finirons l'année 86 avec la célèbre chanson. On en parlera tout à l'heure. Hein. Donc, pour m'accompagner, Olivier François, que je ne présente plus. Merci, bonjour. Bonjour Patrick, Olivier. Ludovic Maubreuil, notre rédacteur en chef cinéma. Bonjour Ludovic. Nicolas Gauthier, célèbre animateur et du Bistrot Liberté, notre spécialiste musique. Et on va en parler tout à l'heure. Et pour la première fois, le plaisir de recevoir Rémi Soulier, écrivain et philosophe, mais aussi rédacteur à la revue Éléments. Bienvenue Rémi. Merci Patrick. Allez hop, c'est parti, on part pour l'année 2001, l'Odyssée. C'est parti. 2001, c'est l'année de la fameuse tragédie du 11 septembre. Alors, on ne va pas en parler ce soir parce qu'il faudrait passer une émission entière à dire la vérité sur ce fameux complot du 11 septembre. Non, je blague, hein. On ne va pas parler de ça. Nous avons assez d'ennuis comme ça. Nous allons partir au cinéma, à Ludovic, avec un film qui va devenir culte dans le monde entier. Il faut le dire. Alors j'ai vu plus de 32 millions d'entrées dans le monde, deuxième plus gros succès du cinéma français. C'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, le film réalisé par Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou. Alors film qui va devenir culte, mais qui va faire aussi polémique. À l'époque, on va le traiter de film pétiniste. C'est principalement le journaliste Serge Kaganski des Inrecuptibles, le fameux qui mettra le feu aux poudres. Parlons du peu d'immigrés visibles dans le film, c'est vrai qu'il y en a peu, vu que le film se passe dans le quartier de Montmartre. Mais Ludovic, ce film que vous avez chroniqué à l'époque dans Éléments, que vous n'avez pas aimé du tout, pas pour les mêmes raisons que Serge Kaganski, et j'ai l'impression que le temps vous a donné raison. Déjà, rapidement, qu'est-ce que raconte le film de Jeunet, et pourquoi à l'époque vous ne l'aviez pas aimé ? Oui, c'est vrai que c'était un ouragan dans le monde médiatico-politique de l'époque. C'était le chouchou des politiques, même aussi, l'ami numéro 1 des critiques, c'était vraiment l'alpha et l'oméga du cinéma français. Et en fait, je pense que pourquoi il y a eu un tel succès, je pense que c'est pour les mêmes raisons qui font qu'aujourd'hui, il est quasiment irregardable, en fait. Et je pense que c'était le chiquet. Le chiquet de son esthétique, déjà. Et c'est vrai que le chiquet, sur le coup, ça éblouit, ça cliquette, ça ronfle. Et Amélie Poulain, ça brille. Les cadrages sont au cordeau. Comme le Diva de couleurs, Bénex ou le Grand Bleu de Besson. Oui, c'est ça. Les couleurs sont bien appuyées, la musique bien entêtante. Et puis en plus, l'histoire est toute douce, parce que Amélie, c'est une sorte d'avatar christique qui va résoudre les conflits, réparer les gens et offrir le salut par la télévision et par le tourisme. Donc, voilà. Mais en fait, à regarder ça à distance, une fois que l'engouement un peu de l'actualité est passé, on se rend compte que tout sonne faux. Les images sont verrouillées, dans les plans, ça ne circule pas. C'est une succession d'images d'Épinal, mais voilà, sans qu'il y ait rien du tout de caché dans le feuillage. Et en plus, la philosophie minimaliste, un peu à la Philippe Delerme, c'est pas la première gorgée de bière, c'est la première louche de sucre. Et donc, voilà, donc ça tient pas la route. Et surtout à l'époque, la polémique de Kaganski, qui considérait que c'était un film... Il y en a d'autres qu'on pourrait considérer comme des films un peu pétinistes, un peu vieillots. Les Enfants du Marais. Les Enfants du Marais, les films de Becker. Celui-là, pas du tout. Non. Et je pense que, alors c'est vrai, il a deux critiques, Kaganski. Un, il dit il n'y a pas d'Antillais, il n'y a pas de Turcs, il n'y a pas de Maghrébins dans ce film, alors que c'est Paris quand même. Et puis il n'y a pas non plus de gens qui ont une sexualité différente. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et alors ça, c'est vraiment le travers, je crois, de la critique d'aujourd'hui, c'est d'imaginer que si le cinéma, il n'enregistre pas le contemporain, le réel contemporain... La vérité vraie, quoi. Voilà, c'est qu'il n'a rien à dire. Et ça, c'est... Il y a peu de lecture du Front National dans les films de Lelouch, par exemple, aussi. Voilà. Et dans les films de Rohmer, il ne me semble pas qu'il y ait d'immigrés extra-européens, ça n'empêche pas de parler juste sur les relations humaines. Donc, il y a cette critique-là. On a polémiqué Rohmer sur le fait qu'il n'y avait jamais d'étrangers aussi. Exactement, on lui a reproché aussi, c'est Serge Danet, je crois. On a le droit de ne pas être d'accord avec... Vous avez le droit, mais pas longtemps. Vous voyez, je finis juste sur Kaganski, justement, parce qu'il a une deuxième critique qui est encore plus dingue, c'est qu'il dit « tout se passe à Montmartre ». Tout se passe en vase clos et il dit une phrase du genre on sait très bien que l'idéologie du village, c'est quelque chose de profondément réactionnaire. Alors, si l'unité de lieu, ça devient facho ou réac,
déjà, la règle du jeu de Renoir, ça pose problème. Si le fait de suivre les habitants d'un quartier dans leurs habitudes, dans leurs interactions, c'est pétainiste, alors Sautet, qu'est-ce que ça veut dire ? Youssef Chahine, hein Voilà. et en fait, c'est dans Éléments, mais c'est pas moi qui l'avais écrit, mais c'est Fabrice Moracchini qui a fait une superbe critique de ce film en disant que c'est finalement pas au maréchal Pétain que Amélie Poulain offre son allégeance, mais c'est plutôt à l'américanisation des esprits. Parce que la pacification par la guimauve, le salut exclusif par les femmes, le bonheur qu'on obtient par la ruse ou par l'astuce, c'est beaucoup plus hollywoodien que pétainiste. Bon, alors, c'est Nicolas Gauthier qui veut à tout prix défendre ce film. Oui, parce qu'effectivement, moi j'ai toujours beaucoup aimé le cinéma. Vous l'avez revu, Nicolas, vous l'avez revu depuis ? Oui, je l'ai revu il y a peu de temps, mais j'ai une tendresse pour le Jeunet et surtout son compère Marc Caroux. Il démarre avec un court-métrage noir et blanc, là, qui est moins féerique, qui s'appelle Le Bunker de Denis Rafal. Il y a le film Délicatessen, qui est assez remarquable, La Cité des enfants perdus, Un long dimanche de fiançailles. Non, ce qui est appréciable chez Jeunet, en sens où il échappe à la critique, que ce soit celle des Arocs ou celle d'Éléments, qui veulent comme souvent y voir des choses auxquelles Jeunet lui-même n'a pas pensé. Ces films sont des bulles avec des couleurs irréelles, des personnages irréels, à tel point, s'il y a un maghrébin dedans, c'est Jamel Debbouze, mais là on voit que Jean-Pierre Jeunet est un grand cinéaste et Debbouze un grand acteur, c'est qu'il ne joue pas son propre rôle. Il a réussi à le faire sortir du cliché de l'arabe des cités. Et le film est une féerie, une poésie, et je ne pense pas qu'il faille chercher beaucoup plus loin. C'était un moment de détente, et je pense que c'est ça aussi qui a fonctionné, parce qu'elle n'était pas programmée pour être un succès. Simplement, c'est un film reposant, et les gens ont parfois besoin de se reposer. Effectivement, ça repose. C'est-à-dire, on tombe effectivement dans le cinéma que Ludovic. Vous avez fait un article en disant que l'Évangile selon Amélie Poulain et quelques autres, et quelques années plus tard, Audrey Tautou va jouer dans le film le Da Vinci Claude, qui va être la fille, l'héritière de Jésus. Je pense que vous l'aviez déjà vu, quoi. Oui, mais c'est un film un peu sulpicien. On voit son cœur battre, son sacré cœur qui bat à un certain moment, et effectivement, elle est là pour donner à chacun ce qu'il est censé mériter. Olivier, non, un mot. Vous n'êtes pas obligé. Non, mais moi, dans l'émission, je suis partagé. En effet, j'ai trouvé le film distrayant, et en même temps, je me reconnais quand même beaucoup dans les critiques de Ludovic. Et en le revoyant, moi, j'ai tenu une demi-heure, pour tout vous dire. Et à l'époque, j'avais aimé. J'avais trouvé ça frais, comme on dit. Mais frais comme c'est très sirupeux, comme un diabolomante. On pourrait parler du succès, diabolo-grenadine, l'overdose de la musique. Ah oui, ça c'est insupportable. Qui a tué presque son... Parce que Yann Tersen n'a pas fait grand-chose depuis, d'ailleurs. Non, c'est dommage parce que moi j'aimais beaucoup cette musique qui maintenant m'est complètement insupportable quand je l'entends. Rémi, un mot sur Amélie ? J'aurais beaucoup de mal à en parler, parce que j'ai vu le film il y a très longtemps, mais cela dit, je me rallie aux analyses de notre ami Ludovic. Voilà. Je me sens bien seul. Nicolas. Mais comme je ne suis pas démocrate, c'est pas très grave non plus. Passons maintenant à l'année 80, l'année des imbéciles. 1980, oui, l'année des imbéciles, car va sortir le livre La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, livre que je n'ai pas lu à l'époque, ce qui est bien normal, j'avais à peine 13 ans, mais que je n'ai pas lu par la suite. Et c'est en préparant cette émission que je me suis fait quasiment presque engueuler par tout le monde en me disant « Mais comment t'as pas lu ce chef-d'œuvre de la littérature américaine, de l'humour américain Donc il va falloir que je l'achète ce week-end, que je le lise. On ne peut pas faire en même temps de la télé et s'instruire. Non, on peut pas. C'est ça le problème. Donc, je me suis aperçu que tout le monde l'avait lu, donc je n'ai strictement rien à dire, mais c'est le but de cette émission sur ce livre. Je me suis aperçu aussi que Rémi, lui, l'avait lu, c'est lui qui nous l'a proposé. Alors, pourquoi faut-il lire La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole ? Vous allez peut-être parler d'abord de l'auteur qui, en fait, n'a pas connu la parution de son livre. Oui, c'est une tragédie. Le livre contient bien des éléments de haut comique et de très haut comique, mais la vie de John Kennedy Toole est tragique, puisqu'en effet, il s'est suicidé à l'âge il avait une trentaine d'années à peu près, et il s'est suicidé, sans doute avait-il des motifs intimes, mais l'une des raisons les plus certaines, c'est son échec d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire qu'il a écrit cet ouvrage, La Conjuration des imbéciles, très tôt,
il a écrit un autre roman également qui s'appelle La Bible de Néon, et ni l'un ni l'autre ouvrage n'ont trouvé d'éditeur. C'était une tragédie, il avait une conscience tout à fait juste et réaliste de son talent, et même je crois de son génie, pour ce qui est de la conjuration des imbéciles, et donc face à ce vide qui s'ouvrait devant lui, cet échec, il s'en est en quelque sorte puni lui-même en se suicidant, et ce n'est que sa mère qui a été voir un éditeur, je crois, new-yorkais, qui s'est battu de manière posthume pour le roman de son fils, et qui a fini, à force de persuasion, à faire éditer ce roman, et il est devenu, en effet, très rapidement un roman culte aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde, tant il est hors norme, hors du commun. C'est donc cette alliance, à la fois de la tragédie de la vie de l'auteur, et du haut comique du personnage principal à qui il a donné la vie, lui, pour le Donc coup. il sort effectivement, John Kennedy Toole se suicide en 69. En 69, oui. Il est né en 37. Voilà. Que raconte ce livre? Qu'est-ce qu'il a de formidable Alors, c'est aussi loufoque? Alors, voilà, c'est un livre qui met en scène un homme qui s'appelle Ignatius Reilly, qui vit chez sa mère. Il a 30 ans, il est encore avec sa mère. Sa mère est une femme un peu pocharde, un peu alcoolique. Et lui se caractérise surtout, enfin, il y a deux grands points qui le caractérisent, un point physique et un point intellectuel. Le point physique, c'est qu'il est lui-même hors norme, c'est-à-dire qu'il est obèse, c'est quelqu'un qui mange beaucoup, c'est quelqu'un qui refuse de travailler, il sera forcé de travailler dans le roman, mais il met un point d'honneur sur un mode très aristocratique à ne pas travailler. C'est quelqu'un qui a des réactions extrêmement vives dès qu'une contradiction survient dans sa vie. Alors il a en particulier, puisque je parlais de cet aspect physique, il a son anneau pylorique. L'anneau pylorique, c'est un anneau, disent les anatomistes, qui est entre l'ésophage grossièrement et l'estomac, et son anneau pylorique se contracte dès qu'il est contrarié. Et comme il est contrarié souvent par notre temps, par notre époque, son anneau a tendance à se crisper. Et donc pour le décontracter, il est obligé d'adopter physiquement des postures parfois un peu d'équilibristes pour essayer de se détendre. Donc ça, c'est le personnage physique d'Ignatius Reilly, 30 ans, vivant chez sa mère. Et puis intellectuellement, alors là c'est très différent, c'est un homme brillantissime, un homme très intelligent, qui fait figure de martien, enfin pour son univers immédiat, tout simplement parce que il se montre extraordinairement critique et même rebelle à l'endroit de la société américaine de son temps, qui est devenue la nôtre, et qui est la société moderne. Ignatius Reilly, Ignatius d'ailleurs, le prénom lui-même sonne un peu romain, un peu latin, et un de ses livres de chevet, c'est La consolation de la philosophie de Boès. Il a besoin aussi de la consolation de philosophie de Boès pour que son anneau pylorique se dénoue. Et donc, face à ce monde qu'il déteste, qui le lui rend bien d'ailleurs, il n'a pour seule issue que sa propre vie intérieure, son propre monde intérieur, qui passe à travers l'exaltation de deux disciplines dont il trouve que la société moderne est singulièrement dépourvue, qui sont la géométrie et la théologie. C'est-à-dire que là, quand il est toujours confronté à ces déconvenues nombreuses que lui oppose le monde moderne, il juge de manière définitive ce monde manque et de géométrie et de théologie. Et il a un côté assez scolastique, assez thomiste. Et il a tout à fait raison, ce n'est pas du tout une plaisanterie. Sur le fond, c'est évidemment un discours qui est tout à fait construit, tout à fait admirable, et même à certains égards génial, compte tenu du talent de romancier de John Kennedy Toole. Dire que le monde moderne manque singulièrement de géométrie et de théologie, c'est dire qu'il manque d'ordre, bien entendu, puisque la géométrie, c'est Platon, bien sûr, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc, si on veut avoir, c'est le nombre d'or, c'est l'arithmosophie, c'est l'idée que ce cosmos est un cosmos précisément et pas un chaos. Or, ce que vise Ignatius Reilly, c'est le chaos du monde moderne. Et puis la théologie, c'est évidemment l'ordre des raisons scolastiques tel que la scolastique médiévale l'a défendu et l'a soutenu. Il apparaît donc comme quelqu'un de radicalement étranger à son époque, mais d'une lucidité. Le roman, je crois, a été écrit par John Kennedy Toole en 63, quelque chose comme ça, donc dans les années 60, enfin au début des années 60. Il est d'une lucidité absolue, totale, d'une actualité parfaite. Aujourd'hui, on ouvre La conjuration des imbéciles, on est dans notre monde.
Olivier François, Moi, vous aussi, je partage vous m'avez dit au complètement. téléphone, vous l'avez lu 3 fois. Oui, je partage tout à fait l'enthousiasme de Rémi qui a très bien résumé ce livre. On peut rapprocher le personnage d'Ignatius Reilly, puisqu'il y a un retour aujourd'hui à Chesterton, un personnage un peu chestertonien, même physiquement. Il ressemble à Chesterton. Il ressemble à Chesterton. Il y a aussi une polémique, puisqu'à un moment donné, il va avoir un rapport particulier, une correspondance avec une héroïne qui s'appelle Myra Minkoff, qui elle est le contraire, pas complètement d'ailleurs, on le verra par la suite, d'Ignatius Reilly, qui est une féministe américaine un peu hystérique, avec lequel il va débattre, une sorte de fascination, d'amour-haine. Et puis il y a aussi, c'est un grand roman picaresque, même si ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Alors, le Nouvelle-Orléans, hanté aussi par le passé français de la Nouvelle-Orléans, qui le fascine, puisque Ignatius Reilly, dans cette société américaine, est un homme de la vieille Europe, au fond. Bien sûr. Et il y a aussi cette évocation dans le livre, en dehors de ce qu'a dit Rémi, des quartiers de la Nouvelle-Orléans des années 60. Et de son petit peuple. Et des milieux les plus interlopes. Un mot, Ludovic. Pardon, non. Oui, Nicolas. Vu l'époque, est-ce qu'on peut mettre O'Toole un peu dans la catégorie d'autres contempteurs de l'Amérique moderne des années 60, qui est Jack Kerouac, qui à sa manière aussi... C'est une autre, à mon sens en tout cas, c'est une autre vision, voilà, du monde. Et puis Kerouac, évidemment, un itinéraire, c'est sur la route, enfin, et un itinéraire un peu différent. C'était un anti-moderne aussi. C'était un anti-moderne, un homme de la vieille Europe. Et il insistait beaucoup sur ses origines bretonnes, notamment, Kerouac, bien entendu. Donc on peut voir effectivement des rapprochements, mais je crois on pourrait même considérer, même si ce roman, La Conjuration des imbéciles, est un roman très sédentaire, je crois qu'il y aurait à gagner, en effet, à faire un parallèle avec Sur la route et ce livre de John Kennedy Toole. C'est en tout cas un même regard, en effet, anti-moderne et donc très lucide sur l'Amérique de ce temps et sur notre temps d'aujourd'hui. Ludovic. Oui, j'avais juste un petit extrait justement pour laisser parler Ignatius. Là, il faut. Il dit... Alors, vous devez vous mettre à la lecture dès aujourd'hui, je vous ferai un programme. Ainsi serez-vous en mesure de commencer à saisir la crise qui traverse notre époque. Vous commencerez par les derniers Romains, au premier rang desquels Boès, bien sûr, puis vous plongerez dans l'étude relativement exhaustive des penseurs du début du Moyen-Âge. Vous pouvez sauter sans mal la Renaissance et les Lumières, c'est surtout de la propagande dangereuse. Et pendant que j'y suis, vous feriez mieux aussi de sauter les romantiques et les victoriens. Pour l'époque contemporaine, un choix de bande dessinée et d'illustrés, je recommande tout particulièrement Batman, car il a tendance à transcender quelque peu l'abominable société dans laquelle il se trouve. Et sa morale est assez rigide. Je dois dire que j'éprouve un certain respect pour Batman. Et alors, le plus curieux, Ludovic, c'est qu'effectivement, j'avais prévu éventuellement de lire un extrait, et c'était l'extrait que vous veniez de choisir, et il est à la page 349 du roman. Voilà. C'est effectivement un point central. C'est le suc d'Ignatius. Voilà, je crois qu'on a tout dit, donc on va juste montrer cette couverture. Et moi, je vais l'acheter là, ce week-end. Juste, et je vous en parlerai, tout le monde s'en foutra de ce que j'aurai à dire là-dessus. Si tu en parleras aux gens que tu rencontres dans la rue. Voilà, aux gens que je rencontre. C'est ce que vous faites, Olivier. C'est ce que je fais Comment vous régulièrement. ne l'avez pas lu, Voilà. Mais aussi Olivier, je vois qu'à l'arrière, il y a une critique des Inrecuptibles que je ne lirai pas. Voilà. Donc on va passer maintenant de l'année 80 à 86. Et vous allez voir, on va parler d'un grand moment de musique. 1986. Alors nous passons à notre rubrique musique et comme Nicolas Gauthier on a rarement de la grande chanson. Et la dernière fois que vous êtes venu dans notre émission, Nicolas Gauthier, vous aviez choisi God Save the Queen des Sex Pistols, qui effectivement en 1977 a révolutionné la musique rock. J'avais approuvé sans aucun problème. Et là, quand j'ai reçu votre mail, j'ai mis quelques jours à vous répondre. Vous m'avez proposé... Vous êtes snob, c'est pour ça. Vous m'avez proposé « Viens boire un petit coup à la maison » du groupe Licence 4. Alors, Nicolas, que faut-il en conclure ? Comment on passe du punk à Licence 4 ? Vous avez eu un divorce, la mort d'un proche, ou vous avez décidé... Et pourquoi pas, Nicolas, d'ouvrir un commerce sur le vin ? Non, mais ces deux groupes ont en commun, c'est de faire de la musique, déjà. Oui, et ça se passe en 86, et 86... C'est tout à jeunesse. Non, mais je suis pas nostalgique. Si je peux être mélancolique, c'est le bonheur d'être triste, disait Hugo, je crois. Mais 86, on voit poindre l'invasion les prémices de l'invasion de Madonna, c'est-à-dire des chanteuses qui ne sont pas sans talent, mais qui réinventent en gros l'art des folies bergères, et ça donne maintenant effectivement tout un régiment de dindes élevés en batterie, d'ailleurs qui ne chantent même plus, qui changent de robe à chaque chanson, dont les voix fausses sont corrigées à l'autotune.
Donc c'est effectivement l'industrialisation de la musique avec des trucs composés sur ordinateur. Et en 86, alors qu'on est dans tout ça, cette invasion, c'est l'époque de MTV par exemple, le robinet à clip qui c'est le haut de Madonna. Madonna là est au plus haut de son succès populaire. Et débarque un groupe qui s'appelle Licence 4, déjà le nom nous fait barrer. Bon, à l'époque, je travaille à Minute et puis on est en grève contre l'actionnaire majoritaire, donc on se réapproprie l'outil de travail sur les lieux de production. On fait des conférences de presse avec les gens du nez qui ont du mal à croire que c'est la rédaction de Minute. Et là, un peu comme Lip. Et là, oui, on fait Lip. Mais ça compte les minutes aussi d'ailleurs, c'est une montre. Et là, divine surprise, c'est dans cet océan de merde californienne, débarque ce groupe Licence 4, avec le tube, viens boire un petit coup à la maison. Alors, c'est pas pris très au sérieux au début, pourtant les paroles sont sympathiques. Viens boire un petit coup à la maison, il y a du vin, du rouge, du blanc, du saucisson, et j'ai joué avec son petit accordéon. Sauf que le gars va rester en tête du top 50, comme on disait à l'époque, pendant 13 semaines. Et ne sera finalement détrôné que par la Isla Bonita de Madonna. Et il y a tout un débat à l'époque, je me souviens d'une émission, c'est Claude Sérillon, le brillant communicant de François Hollande, qui est officier avec le génie qu'on sait, et qui fait une émission à la télévision, il invite Maxime Le Forestier, pensant sur faire la cerise sur le dos de ces braves gars de Licence 4. Et sur le plateau, il y a Bernard Lavilliers aussi. Et Sérillon donc pense faire le malin, c'est la jouer rive gauche, et il se prend une volée de bois vert de la part de Forestier qui dit son Sérillon, t'es qu'un gros con, t'as jamais rien compris. Licence 4, c'est la chanson à boire, c'est la tradition française, t'as jamais bu un coup avec tes potes, et il y a Lavilliers qui discrètement applaudit derrière. Et de fait, Licence 4 s'inscrit dans une tradition qui est vécue comme la chanson. Chez Galaxie française, on a beaucoup chanté buvons un coup, buvons deux, et ça se finit à dire merde pour le roi d'Angleterre. Ça va même jusqu'à Paul McCartney, qui est peut-être musicalement un poil au-dessus de Licence 4, qui fait une chanson à boire. Ça s'appelle Sur les derniers mots de Picasso, l'histoire est marrante, il est en vacances. Il est avec son groupe Les Wings après la séparation des Beatles. Et il y a Dustin Hoffman qui est là et il dit tiens mais comment tu fais pour écrire une chanson? Oh c'est pas très compliqué, il dit tu peux me faire une chanson en 10 minutes? McCartney aucun problème, et il se rappelle de Picasso qui peut plus boire, et en 10 minutes il lui pond une chanson, et c'est une chanson à boire, où il chante, je vous la fais en français, buvez à ma santé parce que moi je n'ai plus le droit de boire, c'est les paroles de Picasso. Donc il y a effectivement, on aime beaucoup la contre-culture à l'heure actuelle, et dans cette époque de Gilets jaunes on voit enfin une France qu'on ne voit jamais, qui est niée dans sa spécificité, dans son enracinement, dans sa culture. Et la chanson à boire fait partie intégrante de ces cultures. Et je trouve ça, dans le genre contre-culture, je trouve que c'est beaucoup plus, surtout dans une période hygiéniste, c'est autrement plus provocateur que Booba et Karis qui se battent à coups de Chanel numéro 5 dans les boutiques du Tifri. Et ça va jusqu'à des groupes comme Soldat Louis, qui sont d'excellents musiciens, qui ont joué avec les Pogues en Irlande, qui ont fait la première partie de Renault. C'est la bande à Basile, avec quand même des chansons, une qui s'appelle Danser français et chanter français, si ça c'est pas de l'enracinement, c'est pas rien, c'est aussi qu'ils font la chenille. Alors là je sais bien qu'on est un peu dans la métapolitique du Bob Ricard et c'est Gramsci au camping des Flots Bleus, mais je trouve que c'est effectivement, c'est bien de savoir que cette chanson qui est méprisée par les élites, il existe encore, effectivement, et en pleine déferlante Madonna, je trouvais que c'était bien de rendre hommage à ces sympathiques jeunes gens. Alors, ce qui est surréaliste, c'est que je me suis aperçu que sur le Wikipédia anglais, en langue anglaise, ils ont une fiche sur viens boire un petit coup à la maison. Ça s'est très bien vendu à l'étranger parce que c'est éminemment français. Oui, parce que ça fait disque de platine quand même, ouais. C'est pas rien. Et j'aime beaucoup parce que leur définition, c'est cette chanson traite de la dégustation du vin et du saucisson en compagnie d'amis dans une ambiance de fête. C'est tout à fait très ça. Bien plus français, je ne vois pas. C'est très bien résumé. Alors, est-ce qu'il fait une dégustation vraiment? Ou est-ce que c'est plutôt dans le voir clip, un parce petit que coup, c'est l'époque du clip, il y a un clip, je crois. Oui, mais enfin, on déguste par verre, eux c'est quasiment bouteille par bouteille, mais enfin quand on aime on compte pas, quoi. C'est pas... Et ce groupe va s'arrêter rapidement parce que là je crois que l'un des musiciens va mourir et une cirrhose du foie. Ça s'appelle un accident de travail, ça dans son accident de travail et il n'y aura pas de suite. Un mot sur. Je pense que notre ami Nicolas a tout dit. Oui. Moi personnellement, je n'écoute pas cette chanson tous les jours. Moi non plus. Mais j'apprécie. Mais ça fait
été choqué de savoir qu'elle existe et qu'il y a encore des gens qui en parlent. Mais qui ne l'a pas chanté d'ailleurs. Et puis, il est toujours bien aussi de faire en sorte que les pseudo-élites s'offusquent de ce genre de choses. Et il faut toujours être du côté de ces chansons populaires. Ce n'est jamais qu'une chanson populaire, absolument. Mais comme à l'Action française, effectivement, là, on n'est plus dans le camping de Palavas des Flots, quoique. Mais buvons un coup, buvons-en deux, c'est quoi et les compagnons de la table ronde, la chanson française, ils sont quand la même chanson un peu plus à boire, développés du point de vue du texte. Les chansons populaires d'avant. Oui, c'est pas toujours très fun. Hein. Effectivement, j'ai perdu ma serpette, mais le manche est revenu. Ouais. Bon, oui, c'est. Oui, il y a du lourd aussi. Il y a du lourd. Que nos maîtres étaient heureux. Il y a du rhum et des femmes aussi, de Soldat Louis. Les ligues de vertu féministes avaient gueulé un peu à l'époque. Enfin, oui, déjà. C'est pas grave, hein, ça les occupe. Hein. Voilà, c'est la fin de cette émission. Donc, avec viens boire un petit coup à la maison, mais surtout à écouter avec modération. Bonjour chez vous.